Donc bonjour à tous et à toutes et merci pour votre présence pour ce nouveau meetup Lyon Data Science et je pense d'ailleurs le premier en online si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est moi-même, Fanilo Andriana Solo, qui se chargera de vous faire une présentation sur Streamlit, un framework Python qui vous permettra de construire des applications web orientées data science. Donc, un petit mot sur l'association Lyon Data Science. Donc, Lyon Data Science, c'est la première association lyonnaise qui traite des différents sujets de machine learning et d'intelligence artificielle. Normalement, nous voyons de manière mensuelle au cours de Meetup sur des sujets divers. Bon, vu les circonstances actuelles, peut-être que ce sera un peu plus en online. Si vous voulez plus de détails sur l'association, n'hésitez pas à consulter leur site internet de www.lyondata.science ou par mail via contact@lyondata.science. Ils sont aussi présents sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Slack aussi. Donc vraiment sur la plupart des réseaux sociaux, peut-être Instagram, non peut-être pas Instagram. Nous remercions encore les différents sponsors, à savoir Datalio, Data Galaxy, Esker et Upfluence. Donc, pour passer à la présentation, qu'est-ce que je veux dire par une application web data? Donc pour cela, je vais vous faire une démonstration. Voici une application web dans laquelle on a le dataset de Udacity. C'est un dataset qui consiste en un ensemble d'images qui ont été prises par un véhicule autonome qui circule sur la route. Donc sur ce dataset, nous avons des humains qui ont annoté sur les différentes images où se trouvaient les piétons, les piétons en vert, les voitures en rouge, les camions en violet et tous les objets, donc, dont les feux tricolores en jaune. Et nous avons en dessous la version des objets identifiés par un modèle de deep learning qui est ici YOLO V3, qui fait lui aussi la détection d'objets tels que des personnes ou des voitures. Donc, on peut voir ici la comparaison entre nos deux images où le modèle n'a pas réussi à détecter potentiellement les personnes là en vert qui se trouvent derrière la voiture en rouge. Donc ce qu'on peut faire, comme on est sur une appli interactive en mode web, ça va être, alors juste quand même mettre ça pour vérifier que ça marche bien, d'être en mode web. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir interagir directement avec le modèle. Par exemple, est-ce que je peux modifier mon seuil de confiance de mon modèle YOLO V3 pour essayer de capter de nouveaux objets? Donc on a un slider ici qui nous permet d'interagir avec le modèle. Euh, avec l'enregistrement, peut-être que ça prendra un tout petit peu plus de temps que d'habitude, et en plus, je n'ai pas de GPU. Donc, il faut imaginer que derrière le modèle, il y a un carré bleu qui vient d'apparaître en plus, donc je pense qu'il a détecté le camion en jouant avec le seuil. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est vérifier est-ce que potentiellement il y a des paramètres du modèle qu'il faut modifier pour permettre de capter plus ou moins d'objets, voir comment est-ce que le modèle réagit dans la vie réelle. Ce qui nous importe, c'est quand même de savoir comment le modèle réagit dans des circonstances réelles. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis pas mal de temps. En effet, j'agis en tant que tech lead en data analytics. Je gère aussi la partie intelligence décisionnelle et en tant que product manager. Donc, dans ces circonstances-là, j'ai régulièrement à faire des présentations en interne et en externe sur qu'est-ce que la data science, qu'est-ce que la BI, comment marche un modèle de machine learning et surtout comment est-ce que je peux valoriser vos jeux de données, vos datasets. Donc, au sein de Worldline, qui est une compagnie qui est spécialisée à l'échelle européenne dans les transactions bancaires, ça peut être d'identifier quels sont les algos qui sont plus ou moins performants en termes de risque, comment est-ce que je peux changer les différents paramètres, est-ce que je peux améliorer la segmentation. Bref, ça va être d'insister en interne et en externe sur nos compétences en data. Donc c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis 4-5 années et je suis passé par divers types d'architecture pour faire ça. Le premier type d'architecture, c'est je veux rester dans l'écosystème Python. Du coup, je travaille en notebook Jupyter, je fais un export HTML et cet export HTML, je l'envoie directement par mail au client qui pourra s'amuser avec potentiellement les différentes visualisations à l'intérieur.
ou encore j'utilise des librairies comme Plotly ou Panel qui permettent de créer un serveur web pour délivrer ces pages HTML. Avec différents stagiaires, on a aussi essayé de s'intégrer à Tableau Software, donc qui ont notamment plusieurs briques comme TabPy ou Tableau Extension API, pour aller chercher du Python, exécuter du Python et l'afficher au niveau du dashboard Tableau Software. Bon, ça demande un peu d'expertise en Tableau, donc moi tout seul, c'est un peu compliqué à faire. Et enfin, j'ai essayé de passer par la manière, on va dire, software engineer, à savoir ton modèle de data science, tu le mets dans un web service REST avec Flask ou FastAPI, tu le mets dans un Docker et derrière, j'ai un front-end en React, en Vue.js, en JavaScript, qui a été codé soit par moi, soit par quelqu'un d'autre, pour aller récupérer, consommer les prédictions de cette API REST. Alors, pour la peine, j'avais besoin de prototypes web et j'avais envie d'avoir la main sur ces prototypes web. Je voulais être capable de changer la couleur, la customisation, les interactions qu'on puisse avoir. Du coup, j'avais un process assez compliqué qui était je fais mon analyse en Notebook Jupyter, j'extrais le code intéressant dans du Docker, je code mon application en Vue.js et petit à petit, euh, la chose devient compliquée à maintenir parce que si je veux rajouter une nouvelle interaction ou un nouveau slider, est-ce que je dois changer le endpoint dans mon API REST? Il faut que je révise Linux, je ne suis pas forcément bon en Linux ou en Docker, il faut que je réviser comment marche un Nginx si je mets un load balancer devant. Bref, il y a tout un tas de choses. La complexité de ce process est assez élevée. Donc si vous voulez d'ailleurs une expérimentation sur ça, sur mon GitHub, il y a un petit projet FastAPI plus Vue.js pour voir la complexité de la chose. Donc moi j'avais besoin de pouvoir créer des applis web interactives, mais sans forcément passer par du Vue.js et du Docker. Enfin, j'aimerais bien en tout cas pouvoir rester dans l'écosystème Python pour pouvoir construire des applications web interactives. Donc après tout, on est sur Twitch, hein. Donc ce que je peux vous proposer de faire, c'est vu qu'on est sur Twitch, souvenez-vous de la démo précédente que vous avez vue tout à l'heure. À votre avis, combien de lignes JavaScript ont été écrites pour cette application et de même, combien de lignes Python ont été écrites? Pour une fois, je vais lire le chat. On va attendre un peu. Et puis, s'il n'y a pas de réponse, je vais considérer que vous y avez tous réfléchi dans votre tête. Donc, la bonne réponse, et pour ceux qui n'ont pas triché, la bonne réponse est, ne vous inquiétez pas, aucune ligne de code JavaScript n'a été malmenée lors de cette implémentation. Il y a eu 0 JavaScript, 0 HTML, 0 CSS pour cette démo. On est d'environ 300 lignes de code Python. Et sur ces 300 lignes, on est surtout sur du télécharger le modèle, charger le modèle, l'exécuter sur une stack d'images. Donc, qu'est-ce qui gère la partie interaction et visuelle pour l'API web? Eh bien, c'est une librairie qui s'appelle Streamlit, qui est le but de la présentation. Et Streamlit consiste en 23 lignes de code Streamlit qui se charge de toute la partie visuelle et interactive du web. Et du coup, Streamlit, c'est cette librairie qui a été open sourcée assez récemment, en octobre 2019, et dont le rôle justement est de créer purement en script Python des applications web avec lesquelles on puisse interagir avec notre modèle. Ça a eu son impact sur la communauté, hein. Ils sont arrivés en 4 mois à peine d'activité, ils sont arrivés, je crois, à 7000 étoiles sur GitHub, c'est une métrique comme une autre, et 13 000 utilisateurs actifs, ce qui est quand même relativement conséquent. Donc, ce qui est intéressant de voir sur Streamlit, c'est qu'il repose sur 3 grands fondamentaux. Une fois qu'on a vu ces 3 fondamentaux, on peut utiliser Streamlit sans aucun souci. Ces 3 fondamentaux, ça va être premièrement Streamlit, si je sais faire du scripting en Python, je peux faire l'application dont j'ai besoin en Streamlit. Je n'ai pas besoin d'autres paradigmes de code. Streamlit me fournit des widgets pour la partie interactive. Et enfin, on va voir Streamlit fournit aussi une gestion
des objets déjà utilisés sous un système de cache qui va lui permettre de me renvoyer des objets qui ont été déjà calculés. S'il y a eu un process assez long, par exemple un modèle de deep learning qui a pas mal processé pour avoir sa prédiction, j'ai pas envie de le recalculer une deuxième fois. Donc sur cette partie-là, sur la partie script, donc j'ai pris un exemple assez bateau, hein, j'ai beaucoup hésité. Finalement, je pars sur le Titanic. Vous connaissez tous le dataset du Titanic. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un dataset dans lequel on a les profils des passagers qui se trouvaient sur le Titanic, donc l'âge, le sexe, le ticket, la classe, et dans le but de classifier les personnes qui vont périr dans ce naufrage ou survivre à ce naufrage en fonction de ces différents paramètres. Donc, un début de script Python Data Science, ça peut être j'importe Pandas et je lis mon fichier CSV dans un data frame. Si je veux afficher ce data frame dans Streamlit, j'importe Streamlit as st et derrière, je peux rajouter les lignes st.write de Titanic Data et st.write de df. Et avec ces 3 lignes de code, il me reste à monter un serveur Streamlit pour délivrer ce script Python. Et pour cela, on a une commande qui s'appelle streamlit run app.py qui va scanner le fichier app.py qui va contenir et votre code et les annotations Streamlit et va créer un serveur que vous pourrez aller pinguer avec Firefox ou Chrome, votre browser habituel, pour récupérer la page internet. Comme on est sur du full script, vous pouvez utiliser directement d'ailleurs l'URL. Si vous voulez par exemple la démo précédente qu'on a vue au début, vous pouvez directement rentrer streamlit run et l'URL vers le fichier en dur sur GitHub. Donc ça lancera directement un serveur Streamlit avec le script demandé. Une fois qu'on a ce Streamlit qui est allumé et qui délivre notre application web, on peut commencer à écrire du texte. Donc Streamlit propose différentes fonctionnalités pour écrire du texte, hein, mais les grands classiques, mettre un titre, un header, un sub-header avec des formules en latex et du markdown. Vous pourrez voir qu'on est un peu en italique, en gras, avec des emojis, voire du code Python si vous avez besoin de montrer du code Python pour votre application. S'il y en a pas mal d'entre vous qui sont plutôt orientés deep learning, on a besoin, comme dans la démo précédente, d'afficher du média, donc de l'audio, de la vidéo ou des images. Et pour cela, Streamlit propose aussi ces fonctions, donc ST-image, ST-audio ou ST-vidéo, qui prennent en argument soit le chemin en local vers l'objet, soit une URL vers l'objet distant. Donc, vous pouvez mettre directement ST-vidéo, une vidéo YouTube ou une image vers Iris sur Wikipédia. Et enfin, en data science, on a aussi l'habitude beaucoup de faire des charts. Donc Streamlit a une fonction pour lire les principaux acteurs dans la data vise en Python, à savoir Matplotlib et Seaborn, Plotly et Bokeh, Altair et Vegalite, mais aussi les un peu plus à part comme DexGL pour faire de la géographie en 3D comme l'image en bas, ou du GraphViz si vous voulez visualiser vos arbres de décision. Et si vous trouvez que ça fait beaucoup trop d'API à apprendre, vous pouvez toujours uniquement exécuter st.write sur l'objet que vous voulez afficher sur votre page web, et c'est Streamlit qui se charge de décider de comment afficher l'objet sur la page web. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de voir ça en live. Donc, on m'a toujours dit que le live coding, c'était une mauvaise idée. Mais on m'a aussi dit que sur Twitch, c'était une bonne idée de faire du live coding. Donc, tu peux te fermer, toi. Donc, je vais ouvrir... Ah non, j'ai fermé une fenêtre en trop. Bon, alors du coup, pendant que ma fenêtre se rouvre, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je les traiterai plutôt vers la fin de la session. Je vais ouvrir un Streamlit avec un éditeur VS Code. Cet éditeur VS Code contient un fichier app.py qui est pour l'instant vide.
je mets mon petit Firefox à côté, j'ai ouvert un terminal, je vais lancer streamlit run app.py. Je vais attendre un peu. Donc cette commande va lancer un serveur Streamlit sur le fichier app.py. Donc il va scanner ce fichier qui est pour l'instant vide. Et on va attendre qu'il s'allume. Pendant qu'il s'allume, on va quand même commencer à le compléter. Il s'est allumé sur le côté. Donc sur la droite, on a une page blanche, ce qui est pour l'instant normal. Donc on va commencer par importer nos librairies et faire comme dans tout bon langage de programmation, faire un Hello World. On sauvegarde et là on constate que Streamlit me demande ok, le fichier source a été modifié, est-ce que je dois le relancer? Donc il y a un concept intéressant que j'ai vu lors de mes pas dans le développement web, c'est qu'ils ont ce concept de live reload qui est absolument génial, qui consiste à traquer les modifs sur le code source et afficher le rendu en temps réel. Ce qui veut dire que si je fais une modification sur mon titre, j'ai directement mon update sur la droite. Ça me permet de coder un peu incrémentalement ma démonstration Streamlit. Donc on va continuer. On va par exemple mettre un peu de Markdown. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le Titanic. Donc ceci est un exemple bateau. C'est du Markdown classique. Avec Streamlit, donc avec toutes les règles Markdown associées, à savoir ce qui est en gras se trouve entre deux astérisques, et la partie emoji, on peut rajouter un tada pour avoir un emoji. Petite astuce totalement au hasard, je vous ai promis pas trop de HTML, alors promis c'est la seule fois que je vais en faire. En Markdown, il y a aussi parfois cette envie de mettre du HTML dans le Markdown. Donc pour cela, on va avoir une commande qui se charge de cette partie-là. On peut dire à Markdown, ok Markdown, tu as le droit de lancer du HTML. Donc on va voir si mon HTML n'est pas trop rusty, je vais être capable de changer en rouge en espérant le verbe et. Hop, et CTRL S, et vous avez la modification où mon et est en rouge. Donc déjà, petite astuce en plus, vous pouvez rentrer du HTML et du CSS via le Markdown. Il y a plus tard une méthode officielle qui va arriver pour injecter du HTML et du CSS directement si besoin est. Mais bon, pour l'instant, restons-en sur on peut rentrer du Markdown sans trop de difficultés. Ensuite, il manque quand même une image, donc je vous propose d'aller chercher une image du Titanic, st.image de image Titanic, et on a l'image du Titanic. Je vais quand même vérifier que vous voyez bien. Bon, ça a l'air de bien voir. Hop, je vais refermer. Donc ensuite, j'ai mon image, je suis bien content. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que je voulais lire mon dataframe Titanic et analyser le dataframe du Titanic. Donc pour cela, il faut d'abord qu'on importe, importer Pandas, ensuite faire un read du CSV que j'ai dû mettre dans data comme un grand, et ensuite, alors si vous voulez, on peut écrire stWrite de df plutôt que st.dataframe pour afficher le dataframe en dessous de l'image. Alors ce Hello World, il est un peu gros, donc je vais quand même le réduire un peu. Exercice Titanic. Ok, et cette image est un peu grosse, donc je crois qu'il y a... Alors là, il y a un width égal. Donc si vous l'avez d'ailleurs constaté en Streamlit, comme on est en pur scripting, hein, on a toute l'autocomplétion. Mon image a un peu rétréci, je la trouve encore un peu grosse, donc je vais mettre 200 pixels, ouais c'est mieux ça. Ok, donc on a notre data frame là, on a notre data frame Titanic avec les gens qui ont survécu et les gens qui sont morts en fonction de différents paramètres.
Nota bene, le streamlit.write, il accepte ce qu'on appelle un data frame stylé, donc, qui a été stylisé par dans Pandas, on peut colorier les cellules comme bon ensemble et cela est accepté aussi par Streamlit. Donc, par exemple, il y a une méthode qui s'appelle, je crois, si je ne me trompe pas, euh, Background Gradient, qui va permettre de mettre en couleur sur les colonnes numériques, en vert clair les valeurs qui sont les plus faibles et en vert foncé les valeurs qui sont les plus élevées. Bon, laisse tourner un petit peu et pendant qu'il tourne, je vais... Et on peut voir directement, donc comme vous pouvez le constater, on voit ici un âge qui se trouve en nul, hein. Donc, du coup il est bien noir, alors que si on trie, parce qu'on peut aussi trier par colonne, on a des gens qui ont 2 ans, Eugène a 2 ans, et des 58, 55, 39 ans. Donc j'ai tout le data frame qui est chargé ici, 780, 600 lignes, je crois, 700 lignes à peu près, ça va. Faire des graphes. Donc ensuite, en tant que bon data scientist, je vais vouloir grapher la distribution d'une colonne. Donc pour cela, les gens d'habitude font du matplotlib. Donc je vais sortir matplotlib très rapidement. Alors, pyplot, ASPLT, et sans faute d'orthographe si possible. Et derrière, afficher des subplots que je vais mettre dans une figure avec ses axes associés et puis utiliser la manière pandas de faire un histogramme, à savoir df.faire un histogramme et fais-le dans l'axe axe. Et ensuite, Streamlit, je voudrais que tu affiches cet axe. Et derrière, Streamlit va m'afficher, il faut l'excuser, comme il fait du recording en même temps. Alors, évidemment, si je fais des fautes, ce n'est pas l'axe qu'on veut afficher, c'est la figure. Alors, là, j'en profite, hein, là vous avez vu l'erreur. L'erreur, elle a été affichée sur l'interface. Si je remets mon axe là, oui, si je remets mon axe, vous avez vu qu'il y a eu une erreur, et l'erreur, elle est affichée directement sur l'interface. Donc, vous n'avez pas à aller chercher dans les logs de Streamlit l'erreur qui est associée à votre code, vous l'avez qui est affiché là. Bon, je sais que c'est parce que j'aurais dû mettre fig au lieu de axe, parce qu'un axe n'a pas d'attribut saveFig. Donc on récupère notre figure matplotlib. La manière dont Streamlit a utilisé cette image, c'est qu'il a construit l'image côté serveur et il a envoyé l'image côté client. Donc si ce sont des images qui sont assez lourdes, ce n'est pas la manière optimale de faire. Donc pour cela, il y a une autre librairie qui s'appelle Altair. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Altair, c'est un binding Python. Donc c'est une librairie Python qui se connecte à l'écosystème Vega et notamment Vega Lite. Donc Vega, ce sont un ensemble de spécifications JSON qui permettent de compiler un JSON en du code D3JS, sachant que D3JS, c'est la librairie JavaScript pour des graphes interactifs de base. Donc si vous voyez des graphes très interactifs sur Internet, vous pouvez vous dire qu'il y a pas mal de chances que ce soit du D3.js derrière. Donc D3.js, si vous faites du Python, c'est assez difficile de rentrer en D3JS, c'est du JavaScript. Donc on peut à la place passer par du Vega qui demande un JSON en entrée. Il y a la partie Vega Lite qui est une couche au-dessus de Vega, donc qui permet d'utiliser l'interface plus orientée ggplot, donc Grammar of Graphics, pour compiler du Vega, pour compiler du D3JS. Et enfin, Altair, c'est le Python, c'est le langage, la librairie de Python au-dessus de Vega Lite. Donc, ce que je vous propose, c'est que comme on passe par du JSON, ce que va faire Streamlit quand on lui envoie un diagramme Altair, ça ne va pas être de nous uploader l'image sur le client, mais d'uploader du JSON et laisser le client, le browser, faire l'affichage du JSON en un graphique, ce qui est quand même un peu plus léger. Donc pour Altair, on va commencer par demander Altair, affiche-moi un chart sur ce data frame.
je veux récupérer un histogramme, donc marque barre, et cet histogramme consistera dans l'axe des X en l'âge, dans l'axe des Y en un décompte des âges, par exemple. C'est pas exactement comme ça, il faudrait faire. Et enfin, Altaïr propose aussi de l'interactif, je ne vais pas aller jusque-là. Et enfin, je vais écrire chart directement. Donc ce que je vous avais présenté, c'est qu'avec Streamlit, on avait deux manières de faire pour afficher quelque chose sur le web, soit passer par st. la fonction type Altair chart qui va lire du chart, soit st.write du chart qui va, Streamlit derrière va décoder, ok, c'est un chart Altair, il faut que j'utilise Altair underscore chart, soit carrément, vous mettez directement chart. En Python 3, il est capable de se dire, c'est un st.write devant, donc ce chart, je l'analyse et je vais afficher mon chart Altair interactif. Je peux rajouter, si vous voulez, un petit tooltip pour montrer que ce chart est interactif. Hop, l'âge, on est l'âge. Ok, on voit qu'il y a des barres qui sont vraiment trop petites. Bon, c'est un peu. Alors l'inconvénient, c'est que ce chart est beaucoup trop petit. Donc je vais repasser par la fonction st pour Altair chart du chart et un argument pour dire à Streamlit affiche ce chart sur toute la largeur de la page. Bon, si vous ne connaissez pas encore très bien Altair, ce qu'on peut faire, c'est une méthode à part qui s'appelle stecho qui permet d'afficher et le code et le résultat. Ce qui nous permet par exemple d'encapsuler le code qu'on vient d'écrire, là, chart égale altair.chartdf.markbar, qu'on n'a pas l'habitude de manipuler. Si on l'indente dans un contexte manager st.echo, on va avoir le code du graphe qui s'affiche. Donc ce code est exécuté et en plus affiché. Ça nous permet de débugger un peu plus facilement ce qu'on est en train d'écrire en dessous. Ok. On est plutôt pas mal. Je vais enlever le tooltip. Je vais revenir à l'état précédent. Et puis je vais voir s'il y a très rapidement une question sur le chat. Ok, je répondrai à cette question un poil plus tard. Donc, désormais, on a vu, on est quand même encore sur du très statique ici. Là, on est, j'ai affiché du texte, j'ai affiché une image, j'ai affiché un data frame, j'ai affiché un diagramme interactif. On aimerait bien aller un peu plus loin. Par exemple, si vous présentez ce site à votre manager en lui disant voilà mon analyse, le manager il aimerait bien jouer avec ce chart en disant et si je veux par exemple montrer l'âge montrer une autre colonne comme la distribution des classes parmi les survivants et les morts, est-ce que je peux aller sélectionner cette colonne plutôt que d'aller dans le script, éditer le script et rejouer le script. Donc pour cela, ce qu'on va déjà faire, c'est sortir cet âge-là. On va le sortir de cette colonne. Je vais le mettre dans une variable et réenregistrer. Normalement, tout se passe bien. Donc, ce qu'on aura noté, c'est que c'est cet âge-là, c'est ce qu'on veut contrôler. On veut avoir une interaction sur ça. J'ai envie d'avoir une liste déroulante avec toutes mes colonnes. Donc, à la place de l'âge, j'ai en Streamlit un ensemble de widgets qui me permettent d'interagir. Donc, par exemple, st.selectBox et un des nombreux widgets qui va nous permettre de créer une liste déroulante. Donc, je vais commencer par demander. Bon, je suis un peu perdu. Alors, ce que je vais faire, si comme moi, vous savez pas, vous savez qu'il y a un select box, mais vous savez pas exactement comment il marche et que votre éditeur fait un peu des caprices, vous avez une fonction st.help à laquelle, un peu à la Jupyter, vous pouvez injecter une fonction Python et il va afficher l'aide de la fonction en ligne. Streamlit.selectBox, ce que je prends en entrée, c'est un label, donc choisissez une colonne, et les options, ça va être l'ensemble des colonnes, par exemple. Bon. Une fois que j'ai vu cette aide, je reviens sur ma colonne, col
ma colonne égale select box de choisissez une colonne. Et derrière, je vais mettre toutes les colonnes. Et on va attendre un peu. Ok, donc vous avez constaté, il y a une nouvelle colonne qui est apparue. Choisissez une colonne et une liste déroulante avec toutes les colonnes qui est apparue. Donc là, je peux remettre mon âge. Par exemple, il relance le script en injectant directement l'âge dans la variable call, si vous aviez bien constaté. Et voilà pour la partie interactivité, comment cela se déroule. Donc si j'en reviens à mon petit slide deck, ma partie interactive, si on a besoin d'interactivité, ce qu'on a à faire en Streamlit, c'est préciser âge égale mon widget, par exemple st.slider pour demander un slider avec les valeurs minimum et maximum de mon slider. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'état, donc la valeur même du slider, est directement intégrée dans la variable âge. Donc vous pouvez vous servir de cette variable comme une variable Python classique. Elle sera diffusée partout à la suite. Donc, ce qui est intéressant, d'ailleurs j'en profite par rapport à la question d'âge que j'ai vue dans le chat tout à l'heure, c'est que la partie réactivité de Streamlit, c'est ça. Il y a pas de, je connais pas assez bien Dash de mémoire. Il y a des callbacks de mémoire. Peut-être que je me trompe, il faudrait que je le relise. En Streamlit, en tout cas, on n'a pas de callback ou de programmation réactive à faire en disant le st.slider.onChange ou age.onChange, alors exécuter cette fonction. Ce qui nous évite d'avoir des changements d'état qui se font par-ci par-là, à savoir, ok, je viens d'interagir avec ce slider et il y a la moitié de ma page qui a disparu et je ne sais pas pourquoi. Ici, à partir du moment où vous lisez votre script de haut en bas, en sachant que dans les variables, vous avez la valeur de votre widget, vous savez l'état de votre application. Donc on est sur du code qui est un peu plus simple à gérer par rapport à du code bien sûr plus puissant réactif. Donc, à partir de là, ce que Streamlit vous propose, bien évidemment, c'est un ensemble de widgets. Un ensemble de widgets tels que une liste d'options ou un bloc texte. Si vous faites du NLP par exemple, je veux rentrer du texte à analyser avec du NLP, je peux rentrer interactivement du texte et processer la phrase qui a été stockée dans la variable. J'ai un file uploader, un bouton, si j'appuie sur le bouton exécuter quelque chose, une date. Donc, il y a un ensemble de widgets interactifs que vous pourrez aller tester en Streamlit pour interagir avec votre application et avoir la valeur directement de votre script. Et c'est aussi le bon moment pour moi pour vous dire que maintenant qu'on a vu les widgets, vous avez vu dans la toute première démo qu'il y avait une sidebar dans laquelle se trouvaient les différents widgets. Si vous voulez associer un widget à un sidebar, vous aurez à rajouter entre le ST et le slider un sidebar qui va vous permettre d'injecter ce slider dans la sidebar et non pas dans la page principale. Donc moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est mettre tous les paramètres de configuration de mon application dans la sidebar. Ça rend la chose un peu plus facile. Donc concrètement, si je reviens dans mon petit code, exercice titanique, ce qu'on a vu, je vais commencer à nettoyer un peu. On a cette partie avec ici, on a du texte et une image et une description. On a la partie je charge mon fichier ici. On a la partie je fais une preview de ma data. Et enfin, on a toute la partie chart qui se trouve tout en bas. Donc, celui que j'aime bien, c'est le file loader, par exemple. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le file loader. On sait qu'il est dans file uploader. Pour le file uploader, je vais regarder l'autocomplétion. Il me demande un label et un type surtout. Donc, en label, choisir uploader un fichier CSV. Et puis, je vais mettre en type, je vais mettre c'est quoi qui demande? C'est un CSV, donc c'est un string ou un tableau. Paramètres, ouais c'est ça, un tableau. Pour être sûr, je vais mettre un tableau avec CSV pour être on the safe side. Donc, uploader, donc si vous avez bien compris,
ce qui se trouve dans mon file uploader, c'est la variable f. Donc cette variable f, c'est normalement mon fichier CSV. Donc je vais l'injecter directement dans pandas.readCSV. Pandas me répond que tu m'as renvoyé un fichier qui est nul, donc je ne sais pas quoi en faire. Il faut aller chercher le fichier. Browse files, donc là vous avez l'occasion de voir dans mon browser, Workspace. Alors, Git et Sandbox, Data, et bon, j'ai deux fichiers. J'ai le Titanic, on peut changer de fichier. Bon, je vais mettre le Titanic. Donc, j'ai mis mon Titanic.csv et j'ai directement mon application qui retourne avec les fichiers du Titanic. Alors, on peut changer de fichier. On peut mettre Occupancy, par exemple. Normalement, ça ne devrait rien changer. Donc là, pareil, hein, c'est Streamlit, c'est vrai que je le vends, là pour cette présentation, je le vends en tant qu'interface web, application web pour de la data science. Il s'avère que moi, pour plusieurs de mes projets en interne, je m'en sers aussi pour tout ce qui est data processing, data quality, à savoir, j'ouvre un Streamlit, je drag and drop des fichiers et j'ai un peu de code dans mon script qui permet de vérifier le fichier, vérifier la qualité du fichier, si le fichier est bien encodé, et ainsi de suite. Bon, je vais repartir sur le Titanic. Alors, le temps qui charge. Hop. Donc, bon, alors, pour éviter le problème du none, ce qu'il faudrait faire, c'est quelque chose que vous verrez pas mal dans les applications, c'est de tester ici. Si c'est none, bah, il vaut mieux ne rien faire. Il vaut mieux faire quelque chose quand il y a bien un fichier. Donc, par exemple, if f is not none, alors exécuter tout ce code-là. Donc, à partir de là, ça veut dire que si je n'ai pas uploadé de fichier, ne fais rien. Et si j'ai uploadé un fichier, exécute toute la suite. On est plutôt content. On va peut-être mettre ce file uploader dans la sidebar, tant qu'à faire. Je rajoute juste sidebar pour cela. Et je vais un peu ranger tout ça. Donc, pour ranger, j'ai par exemple une checkbox. C'est un peu une des manières de prodiguer un peu de navigation rapidement, c'est de mettre des checkbox dans la sidebar avec par exemple ici data preview et if cette checkbox est cochée, alors afficher le data frame. Donc derrière, si vous avez suivi, là mon data frame affiché il a disparu. Par contre, j'ai une nouvelle checkbox sur le côté avec data preview. Si je coche dessus, j'ai la partie de code à l'intérieur du sidebar checkbox qui s'affiche. Donc j'ai à nouveau mon data frame qui s'affiche. Donc ça me permet de mettre un peu de séparateur ici. Et pareil, ce sidebar ici, data preview, ici je vais mettre univariate distribution. Et puis je vais sélectionner tout ça et remettre une tablature. Ça me permet de nettoyer un peu. Donc là, j'ai fait un peu de nettoyage, j'enlève mon data preview, j'ai mon file uploader, j'ai mes cases data preview univariate distribution, et ici, je suis vide. C'est un peu plus clean que d'habitude. « 40, tout va bien. » Donc, en conclusion, si vous l'avez suivi, la partie interactive consiste à utiliser des Riddle Streamlits. Si un utilisateur interagit avec l'application web, la nouvelle valeur, elle est mise à disposition dans la variable Python. Cette variable Python, elle est utilisée dans le script, hein, comme un script classique, ce qui veut dire que Streamlit, en fait, rejoue tout le script du début à la fin, comme je vous l'ai dit. Et enfin, update l'application, donc il le fait intelligemment. S'il voit que seul le graphe a été modifié par l'interaction, il va pas renvoyer toute la page, il va juste envoyer que le graphe. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que si à chaque fois je rejoue mon script, cela veut dire qu'à chaque fois, je relis mon dataset Pandas. Et donc potentiellement, si je fais encore du processing, si je fais du one autocoding ou si je fais du processing plus lourd, et que je l'exécute à chaque fois que j'interagis avec un slider,
Et il faut comprendre que ça va être beaucoup trop long pour mes besoins, ce sera plus très interactif. Donc pour cela, Streamlit propose comme en tant que troisième notion fondamentale la notion de cache. Si vous avez une fonction que vous voulez conserver en cache, à savoir une fonction process qui prend en entrée par exemple le dataset du Titanic, et vous lui mettez une colonne âge, si vous rejouez cette même fonction process sur la même colonne plusieurs fois à la suite, parce que vous avez sélectionné pclass, revenez sur âge et vous revenez sur âge plusieurs fois, vous n'allez pas vouloir reprocesser à chaque fois. Donc pour cela, vous décorez cette fonction avec st.cache et cela va permettre à Streamlit de se dire ok, je recroise cette fonction, je vais utiliser le résultat qui a déjà été calculé avant. Un système de cache ou alors pour les CS grades qui sont dans le coin, j'ai de la mémorisation. Derrière, cela veut dire concrètement, quand vous décorez une fonction, ce que Streamlit va faire, c'est récupérer le corps de la fonction, récupérer les arguments avec lesquels la fonction, tiens, je vais tenter le pointeur, avec lesquels la fonction a été appelée, comme df1h, et enfin le corps et les variables extérieures à la fonction, mais qui sont utilisées dans la fonction. Il va stocker tout ça dans un cache clé valeur. Hein. Donc ici, j'ai ma grosse clé qui consiste en une concaténation d'un hash, de ce bloc-là, de ce bloc-là et de ce bloc-là. Si je rejoue mon script avec le même corps de fonction et les mêmes variables, Streamlit va directement récupérer le résultat et afficher le résultat à la place. Si dès que vous changez le corps d'une fonction, si là je rajoute un print par exemple dans cette fonction, Streamlit ne considère plus que cette fonction se trouve dans le cache, donc il va directement recalculer, le recalculer, ce qui permet de continuer à coder en interactif sans se faire avoir par le cache. Il peut y avoir des cas où ce cache, on veut vouloir le manipuler à sa guise. Cela veut dire, imaginons concrètement, ce que ça veut dire d'appliquer un hashing, c'est pour chaque objet qui se trouve dans le corps de l'objet et dans les arguments, Streamlit va lui appliquer un hashing automatique. Et en plus, comme il faut aller processer un hash pour chacun des objets dans l'objet, ça peut prendre du temps. Si par exemple vous avez un data frame qui contient une colonne avec beaucoup d'images, il faut que Streamlit aille calculer un hash de chacune des images. Si on a 1 million, c'est beaucoup trop lourd. Donc vous avez la possibilité, là c'est déjà un peu plus avancé, hein, de modifier la manière dont Streamlit hash ces objets. Si par exemple vous voulez vous connecter à une base de données, vous savez que cette connexion à la base de données, à l'intérieur de l'objet, il peut y avoir beaucoup de variables qui sont modifiées au fur et à mesure de l'application. Mais si cette connexion à la base de données elle a le même ID, on ne veut pas se dire tu as changé, si tu as le même ID mais tu as changé à l'intérieur, ce n'est pas très grave. Normalement, je récupère le même résultat. Donc on peut dire, si tu croises une connexion DB, le hash que tu vas calculer, ça va être uniquement utilise l'ID de l'objet. Pareil, si tu trouves un data frame qui est un data frame, n'importe quel data frame, et que on n'a pas envie de faire un calcul de hash dessus, considère que ce data frame renvoie un none. Donc tous les data frames renvoient none, donc quel que soit le data frame qu'on envoie, il ne sera pas considéré dans le système de hashing. Donc ça nous permet d'accélérer le hashing à nos besoins. Bon, là c'est déjà relativement plus avancé. Mais en conclusion, ce que cela nous permet, ça va être, si j'interagis avec mon application web, j'ai tout mon script qui est rejoué du début à la fin, sauf les fonctions qui ont été décorées avec un stcache et en plus appelées avec des arguments qui sont les mêmes que les arguments qu'on a déjà manipulés avant. Donc cela nous permet de simplifier les tâches, donc ça nous permet d'éviter la partie réactive, et pour combler le trou qui est géré par le trou du j'ai envie de ne relancer que cette fonction spécifiquement, on peut jouer avec le système de cache pour faire cela. Donc, pour récapituler, Streamlit consiste en une librairie pour vous fournir les briques pour faire une application web avec votre code Python, que ce soit sur data science ou data processing, data quality, qu'importe au final, même si c'est quand même très orienté data science.
Avec Streamlit, vous restez dans votre script Python, vous ajoutez quelques invocations du namespace Streamlit ou ST. Vous avez directement l'état de vos widgets au sein de variables Python, donc sans avoir à faire de code réactif. Et enfin, un système de cache qui vous permet de skipper les process et les calculs qui sont beaucoup trop longs à réexécuter au fur et à mesure. Donc, ça vous permet de gérer le contrôle de votre flow au niveau applicatif. Donc, il me reste quand même plus beaucoup de démos à vous faire. Donc, pour la partie démo de ce système de cache, si je reviens, alors je vais réafficher le data preview. Donc, pour réafficher le data preview, il y a un argument qui s'appelle value égale false. Donc false égale n'affiche pas la checkbox. La checkbox est désactivée de base. Donc, si je le mets à true, la checkbox elle sera cochée de base puisque je veux aller voir, je veux voir mon data frame. Donc nous, la fonction qui nous dérange, c'est celle-là. La fonction df égale pd pd.read underscore csv, elle est appelée à chaque fois que j'interagis avec ma select box. Bon, j'ai caché ma select box, je vais quand même la remettre. Reviens select box, j'ai besoin de toi. À chaque fois que je joue avec cette select box, j'ai tout le load CSV qui est réexécuté. Donc pour le montrer, on va extraire cela dans un load data de F par exemple, et on va retourner read CSV de F, et on va faire appel à ce load data ici. Et ce qu'on va faire, c'est que avec Streamlit, on peut mettre un petit warning pour dire par exemple cache miss. Donc ici, je veux afficher un warning quand je passe dans cette fonction. Donc là, on voit bien le warning. Le warning, il est affiché ici, cache miss. Hop. Donc si je rejoue sur le ticket, je réinteragis avec la fonction. Oh, j'ai encore le problème. J'ai encore le cache miss qui se trouve là. Donc, on ne veut pas rejouer cette fonction à chaque fois. On rajoute st parenthèse cache. Alors, nota bene, je me permets de supprimer des warnings parce qu'il va me râler en disant il y a un appel Streamlit dans la fonction qui est mise en cache, fais attention. Je vais supprimer ce warning pour l'instant. Et j'ai encore mon cache miss, hein, c'est la première fois que j'utilise la fonction load data sur le fichier titanic.csv, qui est le fichier qui se trouve dans le uploader CSV. Si je rejoue par contre, je demande la distribution sur l'âge, on remarque que le warning cache miss a disparu, ce qui va nous montrer que la fonction load data n'a pas été réexécutée. Donc il a récupéré le data frame dans son cache et il l'a réutilisé directement au niveau de son application web. Donc ceci nous permet d'aller esquiver la plupart des gros calculs qui nous sont imposés. Comment dire, c'est 50 minutes de présentation. Moi, au niveau de la démo, on peut encore faire beaucoup de choses, mais je vais voir au niveau des questions si je peux improviser quelque chose. Il y avait notamment lancer un random forest avec un bout. On peut le temps que je lise les questions pour voir s'il y a eu des questions. Hop, ok, je vois les deux questions. Donc je vais finir, moi, je vais finir rapidement. Si jamais un autre data scientist vous fournit par exemple un utis.py, donc voilà, c'est du Python classique. Dans ce utis.py, j'ai des fonctions qui me permettent d'entraîner un modèle. Donc je vais donc là, ce qui est bien, là, purement en mode software engineer, c'est que vous pouvez utiliser Streamlit dans un fichier uniquement dédié à l'interface. Et toute la logique du code, vous pouvez l'exporter dans un autre dossier et avoir votre setup.py, votre code coverage géré, votre black d'ailleurs, votre formateur black qui passe sur tous les scripts Python, dont celui de Streamlit. C'est pas un problème. Intégrer Streamlit dans un projet, vous pouvez le voir, c'est pip install Streamlit et un fichier Streamlit underscore app.py et on y injecte directement nos fonctions et on peut les utiliser directement.
Bon, j'ai déjà normalement un load data dans Utils, donc je vais réutiliser ce load data. Hop là. Et puis je crois de mémoire, si ma mémoire ne me fait pas défaut, checkbox de classification très rapidement. On a peut-être le temps, allez, vite fait, avant de passer aux quelques questions. Le data frame est recréé, vite fait d'entraîner un petit random forest. Un petit random forest. Donc de mémoire, cette personne, il faudrait que j'aille relire le code que j'ai créé. Donc là, d'ailleurs, vous pouvez le constater que dans mon load data, j'ai fait le one autocoding du sexe et de l'embarquer. Et j'ai enlevé la colonne survived. Ah non, elle est là. Je l'ai considéré comme target dans la fonction trainRF. Là, j'ai mis en argument quand même un n-estimator et un max depth. Donc ce qu'on peut faire quand même, c'est rajouter. Alors là, par contre, c'est vraiment à l'impro. Donc on va supposer que tout se passe bien. Max number estimators. Comme ça, on va quand même rester en data science. On va dire qu'un nombre d'estimateurs, ça va de 5 à 100 et qu'il va commencer à 10. On va commencer par 10 n estimateurs pour notre random, par arbre pour notre random forest. Et un max depth, donc la profondeur de notre arbre, on va mettre profondeur de l'arbre, des arbres, par exemple. On va mettre, je vais afficher quand même les résultats. On va aller de 2 à 10 et on va commencer à 4. Donc si je sauvegarde, je vais quand même vérifier que je n'ai pas fait de boulette. Ça, là, c'est une boulette. Donc, classification, on va recocher la classification pour afficher les deux petits number inputs. Ok, j'ai mon max estimateur à 10, ma profondeur des arbres à 4. Je vais finir par entraîne mon random forest avec n estimator et le max depth qui viennent du widget. Hein. Et enfin, par grande flemme, parce que je sais plus. Je crois que c'est un matplotlib, mais comme je ne sais plus. Ce que je peux faire quand même, c'est que je peux mettre des ballons. Voilà. Pour fêter la fin de l'apprentissage. Donc là, j'ai la fonction trainRF qui me fait l'apprentissage de random forest. Quand l'apprentissage est terminé, on affiche des petits ballons. Et enfin, on affiche la matrice de confusion qui est pas trop mal. Et on peut aller interagir directement avec la profondeur des arbres. Alors là, l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que je change un numéro, il réentraîne le modèle de machine learning. Donc c'est quand même c'est sympa, mais en plus, là, il a peut-être un peu bugué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un bouton à la place. Hein. Si un bouton run training, et puis si j'appuie sur le bouton, j'exécute le code. Et on va arrêter la démo ici. Et enfin, peut-être aller un peu vite sur la fin. Donc j'ai choisi le nombre d'estimateurs. Je vais 1000 estimateurs. Non, 100. Ok, 10 alors. 4 profondeur des arbres, run training. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton, il lance l'apprentissage de la random forest. Et enfin, il est reparti. Oh, il a décoché à chaque fois. Ah oui, non mais je suis tombé sur faux. C'est ça de faire les choses à l'impro. C'est que quand j'interagis avec le bouton, il se réexécute depuis le début. Et du coup, le bouton, c'est pas ici que j'aurais dû le mettre. Bon, bah, tant pis, je ne mettrai pas de bouton, j'aurais dû le mettre ailleurs. Je verrai ça. Ok, je vais m'arrêter là pour l'impro sur la démo, parce que sinon, on n'est pas arrivé. J'ai vu qu'il y avait des questions. J'ai vu effectivement la question sur la question sur Dash.
Avec Plotly en Python pour faire des dashboards similaires, ça marche plutôt bien et la grande communauté facilite beaucoup le développement car on trouve beaucoup de documentation en ligne. Quel avantage verrais-tu à utiliser Streamlit plutôt que Dash pour visualiser des graphes Plotly ou plus globalement des résultats de ML? Pour répondre à cette question, moi ce que j'ai vraiment aimé dans Streamlit, comme tu as pu le constater, c'est qu'en à peu près une demi-heure, j'ai mon appli. Et effectivement, avec Dash, on a un framework qui est bien documenté avec une bonne communauté et avec une bonne interface JS. Après, quand on veut ajouter des interactions un peu plus poussées, parfois il faut rajouter du HTML et du JS de mémoire. Il y a le côté callback où j'ai été un peu. Ça se fait, hein, bien sûr, mais c'était un peu compliqué. C'était pas compliqué, mais il y a cet aspect callback supplémentaire. Et enfin, sur la partie Dash, on reste quand même sur un bon produit pour faire du bon dashboard. Là où avec Streamlit, moi je le considère plus comme un produit pour monter une app web relativement rapide. On n'est pas non plus sur du gros dashboard hein, avec Streamlit. On peut faire des gros dashboards. Ça me fait d'ailleurs ma transition vers la dernière slide. C'est que par rapport à la roadmap de Streamlit, Streamlit c'est encore relativement récent. Donc je reviens à la question des dashboards d'ailleurs, c'est que il y a déjà beaucoup de personnes qui utilisent Streamlit pour coder notamment des dashboards et du multipage avec de l'authentification, qui sont déjà peut-être dans Dash. Donc sur la roadmap Streamlit, il y a 4 caractères qu'il faut prendre en compte. Il y a le côté custom components, primitif de disposition, état applicatif côté client et Streamlit for Teams. Alors côté composant custom, vous avez vu, là j'ai fait beaucoup de Altair, on peut faire du Plotly pour répondre d'ailleurs, on peut faire du Plotly sur Streamlit. Alors, du Dash, injecter du Dash dans du Streamlit, faut voir si Dash compile du. Faut voir si Dash se met dans Streamlit. Je me suis pas posé la question. Bref, si jamais par exemple Dash ne peut pas être intégré dans Streamlit, la partie composant custom, elle sert à ça. Donc, elle est en cours de développement, elle sort normalement H1 2020. Donc, je ne suis pas commercial Streamlit. Donc, en plus, je ne suis pas affilié Streamlit, donc j'ai pas non plus l'intérieur de ce qui se passe. Mais côté custom components, il y a beaucoup de gens qui demandent par exemple, bah, si je veux intégrer du Dash ou du PyChart, il y a du eCharts par exemple, c'est pas natif. Ou alors je veux carrément faire du D3JS je veux avoir un composant D3JS avec lequel je puisse interagir en Python facilement. Donc les custom components, le rôle va être de permettre l'intégration de plugins en TypeScript avec lesquels on puisse interagir en Python, de la manière dont je vous ai montré tout à l'heure. Layout primitive, si vous avez constaté mes boutons là, number input, ils sont tous à la suite, l'un au-dessus de l'autre. Donc malheureusement, il n'y a pas encore moyen de les mettre tous à l'horizontale, à l'horizontale, un bouton et un bouton juste à côté. C'est en cours de développement, notamment sur la partie est-ce que je peux mettre du grid layout pour ceux qui font du CSS. J'ai envie de faire un layout en grille, comment je peux faire ça facilement dans Streamlit avec l'API considérée. Il y a la partie état applicatif côté client. Si vous voulez faire par exemple, tiens, je reviens encore sur Dash, un cookie, je suis authentifié, je veux un cookie côté client. Aujourd'hui, je peux pas parce que je relance le script à chaque fois et je peux pas mettre en cache un cookie comme ça. Donc, il faudrait que je le mette côté client. Donc, il y a un hack qui permet de stocker côté état client de l'information, comme combien de fois j'ai appuyé sur ce bouton ou un cookie client. C'est encore un hack, donc je pense que c'est plus vers H2 2020 qu'il y aura une vraie manière de faire ça. Ça permettra de gérer notamment la partie authentification, la partie multipage pour dire je suis sur cette page-là, donc exécute ce code plutôt que ce code, et ainsi de suite. Et enfin, Streamlit for Teams, j'ai parlé de déploiement dans l'abstract, donc j'ai pas trop le temps de parler déploiement, mais notamment déploiement avec Heroku ou AWS GCP, c'est du Python pur. Donc vous lancez votre Streamlit Run dans votre AWS. Donc, par contre, sans Streamlit for Teams, c'est à vous de gérer le load balancing, la partie session des utilisateurs, la partie ouverture des firewalls du load balancer et la WebSocket entre le client et le serveur Streamlit. Streamlit for Teams, il y aura une partie open source et une partie payante. La partie open source va permettre de faciliter
le déploiement vers le cloud, là où la partie payante se charge de toute la partie très enterprise de j'ai besoin de m'authentifier au Streamlit, j'ai besoin de gérer des applications Streamlit et des déploiements Streamlit. Ça, c'est un peu plus orienté enterprise de ce que j'ai compris. Donc, si vous êtes intéressé par Streamlit, il y a deux commandes à lancer, pip install Streamlit et Streamlit hello. Donc ensuite, très rapidement, parce qu'il est 19h, est-ce qu'on peut utiliser Streamlit en production ou est-ce que c'est plutôt réservé à du prototypage et des démos? Je dirais par expérience que Streamlit est encore jeune. Streamlit veut quand même monter sur la partie, on va dire prod, c'est-à-dire je veux pouvoir afficher derrière ce site à du client avec de l'authentique, avec de la robustesse, avec un bon load balancer. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup à nous, ingénieurs, de gérer quand même la partie humaine, Nginx devant. La partie, on va dire, prod, c'est à nous de la gérer. Il y a encore parfois des bugs comme des sessions qui s'entrecoupent au niveau de la sidebar, ce qui font que quand il y a votre appli Streamlit qui tourne et 10 utilisateurs qui se connectent, parfois il y a 2 utilisateurs qui partagent un widget. Ça a été réglé il y a quelques mois. Mais on n'est pas à l'abri de encore tomber sur ce genre de bug. Donc oui, l'ambition, c'est de pouvoir faire de la prod, pas seulement je fais mon application de prototype démo rapidement que je montre à un client. Il y a quand même cette volonté de faire quelque chose de prod et pas limiter le data scientist à juste tu as fait ton UI de démo, tu vas pas plus loin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a Streamlit for Teams payant qui est censé gérer cette partie. Je vais poser si on a un input utilisateur sur lequel on fait tourner un modèle pour sortir une prédiction et le modèle tourne côté serveur. Tout est côté serveur. Donc le Python, les variables, toutes les variables elles sont côté serveur. C'est le st.dataframe, par exemple, côté serveur, il voit le dataframe, il envoie ce qu'on appelle un objet protobuf qui contient le dataframe. Donc ce que fait le serveur, c'est qu'il vous renvoie les résultats sous forme protobuf et il affiche côté client. Donc il n'y a pas de stockage. Contrairement à, par exemple, si vous faites du TensorFlow.js, vous pouvez charger votre mobile net au niveau client et vous faites vos prédictions côté client. Là, je réfléchis quand même à ce que je dis. Côté Streamlit, tout c'est fait côté serveur pour l'instant. Est-ce qu'il est possible de mettre des visuals Power BI Tableau sur Streamlit? C'est une bonne question. Ça fait partie de la roadmap dans Composant Custom. Dans la roadmap Composant Custom, il y a la partie je veux gérer un iframe. Donc il y a la manière, on va dire, bateau de je prends un iframe qui représente mon tableau ou l'URL du embedded tableau Power BI et je la mets sur Streamlit avec cet iframe. Donc st.iframe, c'est quelque chose qui est prévu normalement pour H1 aussi. Donc normalement, H1, on peut déployer un iframe avec tableau et Power BI. Après, il y a une issue sur ça sur le forum Discuss. Faut pas hésiter à aller voir. Je pourrais te la repointer. Peut-on intégrer des applis construites avec Streamlit avec d'autres sites web? Faut-il utiliser des API spécifiques? Si oui, merci d'avance. Alors, il y a eu, pareil, dans la communauté, plusieurs personnes qui se sont posées cette question de faire est-ce que Streamlit, si je comprends bien ta question, permettent de mettre par exemple une API REST côté Streamlit pour aller récupérer les variables qui ont été construites, par exemple. Moi, là, à ma connaissance, ce n'est pas codé nativement. Donc, à ma connaissance, c'est du Tornado derrière Streamlit. Donc ça veut dire qu'il faut aller ajouter un endpoint API dans le Tornado pour dire bah, Tornado, si tu reçois cette requête spécifique, va chercher cet objet. Ça, pour moi, c'est pas codé. Donc, à mon avis, c'est possible. En forquant le projet, je pense que la question a été posée sur GitHub. Et j'ai réussi à rechercher sur GitHub. Je crois que la question a été posée et du coup, on réfléchit à la question. J'espère que ça répond à la question. Merci, ok. Alors, je vous ai fini la présentation. Donc, n'hésitez pas, comme ça hello sur le forum, hein, j'y suis assez régulièrement, j'ai passé 4 mois dessus. Donc c'est pour ça que j'ai aussi vu les gens poser ce type de questions. Et du coup, j'espère que, franchement, j'espère qu'ils pourront répondre à ce genre de questions.
Le code devrait être disponible sur GitHub, sur AND Fanilo/Streamlit Lyon Data Science 2020-04-22, parce que c'est la date d'aujourd'hui. N'hésitez pas, je traîne sur Twitter, GitHub, vous pouvez m'envoyer des mails, il n'y a pas de souci. Pour le prochain meetup, parce qu'il faut que je parle du prochain meetup, il y aura bien un prochain meetup, parce qu'on est sur du mensuel, la semaine prochaine, le mois prochain. Donc n'hésitez pas à suivre sur Meetup le prochain Meetup qui est sur le chat. Si il n'y a pas d'autres questions, semaine prochaine. Oui. J'ai vu des Meetups qui font toutes les semaines un Meetup, et je crois qu'ils vont faire ça toutes les 2 semaines maintenant. À Amsterdam, il y a un Meetup, ils font un Meetup toutes les 2 semaines. Ah, on change tout en confinement, et va trouver des speakers. Merci à vous pour votre participation, et mon PC n'a pas planté, donc je suis très heureux. Et à très bientôt sur Lyon Data Science.